Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 22 juillet 2025. Après l'opposition hier, on remet le couvert ce soir pour consulter cette fois-ci la météo au niveau des partis de la mouvance qui mettent les petits plats dans les grands pour traverser en beauté les élections générales de 2026. Le vent de ces élections souffle sur les soutiens du régime avec une vitesse impressionnante. Un vent fort qui déplace certains militants d'un camp à un autre. L'harmonie pose problème et affecte par endroits la cohabitation. Le Mercure indique également les attaques des camps d'en face et les tentatives de déstabilisation à l'interne. Le ciel de la mouvance semble mijoter soleil et pluie. On craint d'un côté des frustrations et de l'autre des démissions. Toujours est-il que la situation est pour l'instant au ralenti au sein de ces formations politiques qui partagent la vision du régime finissant. Un calme qui précède sans doute la tempête. Eh bien, on essaie d'analyser les joies et les peines de ces partis qui bousculent à leur rythme l'opposition. En plateau ce soir, Mohamed Awali Akintola, il est spécialiste en stratégie de communication politique. Akintola, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ohab Alikpara. Bonsoir à nos téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. En face de vous ce soir, Adrien Atinpator, journaliste et directeur de publication du quotidien Le Potentiel. Atinpator, bonsoir. Bonsoir, amis téléspectateurs, bonsoir à tous. Allez, est-ce que vous sentez la mouvance, pour ne pas dire les partis de la mouvance, prêts pour les élections de 2026? Oui et non. Oui et non. Oui, parce que les mouvanciers, comme toutes les formations politiques, savent qu'il y a des élections qui s'approchent, les élections générales de 2026. Donc, chacun à son niveau, au niveau des mouvanciers, bien évidemment, chacun essaie de travailler pour se faire positionner, surtout que nous savons par exemple que les élections législatives, ceux qui seront élus à partir de janvier 2026, oui. En ce qui concerne les députés, sont élus pour un mandat de 5 ans pour une première fois, parce que jusque-là c'était des mandats de 4 ans, oui. Le mandat spécial qui est en cours, qui est un mandat de 3 ans, sauf que je dirais non encore, parce que au niveau de cette même mouvance, comme les partis politiques, c'est qu'il y a une guerre à l'interne, une guerre, et ce n'est pas seulement dans la grande guerre qui oppose l'opposition à la mouvance, il y a une guerre à l'interne au niveau des grands blocs, que ce soit au niveau de la mouvance comme au sein de l'opposition aussi. Donc vous prenez les partis de la mouvance aujourd'hui qui sont confrontés à plusieurs réalités. Il y a ceux qui veulent être maires, ceux qui veulent être députés, et c'est difficile. Et ceux qui sont partagés entre les deux. Difficile à arbitrer. D'accord. Allez, comment vous voyez les choses? Vous sentez les partis de la mouvance vraiment prêts pour 2026, Mohamed Akintola? Je crois que les partis de la mouvance présidentielle s'apprêtent. C'est ce que je dirais, parce qu'être prêt, on ne l'est jamais. On ne l'est jamais totalement. En effet, jusqu'au soir des élections, parce que c'est une arène politique qui est faite de compétition, qui est faite de stratégie, d'adaptation aux réalités au jour le jour. Mais pour ce qui est quand même des prémices de cette compétition-là, je crois que les partis de la mouvance présidentielle dans leur ensemble font le nécessaire, et en suivant le calendrier électoral qui est connu de tous. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, en plus de s'apprêter pour tout ce qui est administratif et autres, pour la Sénat et autres, nous voyons quand même les partis sur le terrain en train de se mobiliser, de se remobiliser. Comme l'a dit le doyen Atikpato tout à l'heure, oui, la guerre à l'interne des partis politiques, mais ce n'est pas spécifique en fait. Je n'appellerais même pas ça guerre. C'est logique, c'est réel, ça a toujours été cette réalité-là au sein des partis politiques, parce que les enjeux sont là, et bien que militant tous pour maintenir le pouvoir au sein de la grande majorité présidentielle, chaque individu s'y trouve parce qu'il a des intérêts à défendre. Et face à ces intérêts-là, naturellement, on ne peut que faire face à ces guéguerres-là de positionnement, que ce soit sur le terrain ou lors des débats au sein des partis politiques. Mais ce n'est pas la première fois que ces partis-là sont confrontés à ça. C'est inhérent également, comme vous le dites tout à l'heure, inhérent à tout regroupement politique. Alors, Adrien Atikpato, avant de revenir, je dirais, sur la guerre ou les guéguerres qu'il y a entre opposition et mouvance et les effets que cela peut avoir plus tard. Vous parlez tout à l'heure dans votre développement de guerre à l'interne au niveau des formations politiques, au niveau des grands blocs. Comment cela s'illustre exactement? En réalité, Talon a donné du goût
tellement au pouvoir que tout le monde s'intéresse davantage aujourd'hui. Ah bon? Vous n'êtes pas, bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que... Vous sentez le pouvoir très appétissant, bien sûr. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a, en fait, jusqu'à un passé récent, au niveau des communes à statut ordinaire, il y a des chefs d'arrondissement qui étaient payés à 15 000, d'autres 20 000, d'autres 25 000 et d'autres 30 000 francs. Aujourd'hui, au niveau des communes à statut ordinaire, les chefs d'arrondissement sont payés à 250 000 francs. Les maires sont à 1 200 000, les premiers agents au maire 600 000, les deuxièmes agents au maire 400 000. Ce qui n'était pas le cas par le passé. Quelqu'un qui n'a pas un statut social normal, quelqu'un qui peine à manger et qui s'assure et peut-être qui n'a pas assez de niveau, qui n'a jamais mis pied peut-être à l'université ou qui a à peine le CEP et qui devient peut-être maire ou premier agent ou deuxième agent au maire est sûr de gagner soit 1 200 000. Étant donné que la loi ne fixe pas le niveau intellectuel. Le niveau intellectuel, il faut savoir lire et écrire, c'est tout. Alors, donc, du coup, et quand on sait qu'il y a ça dedans, tout le monde couvert. Tout le monde couvert. Même sur au niveau des chefs d'arrondissement, qui sont aujourd'hui au niveau, je prends juste des communes à statut ordinaire, c'est pour dire les communes intermédiaires, les communes à statut particulier sont encore beaucoup plus payés. Au niveau des intermédiaires, ils sont à 300 000 francs pour les chefs d'arrondissement. Quelqu'un qui n'a pas de niveau outre mesure, mais qui sait, qui n'a pas trop étudié, mais qui est sûr de gagner 300 000 francs en dehors de tout ce que vous connaissez, il court. C'est à cause de ces choses qu'il y a la guerre à l'interne. Et c'est le moment fixe où il y a des coups bas. Pour quelqu'un qui a déjà géré, on essaie de trouver les failles de sa gestion au niveau, à l'interne. Qu'on sort pour dire, pour ces différentes raisons, il ne faut plus le positionner. Et estimer qu'il a déjà géré et qu'il faut donner la place à d'autres personnes, qui soient jeunes, qui soient la première fois ou la deuxième fois, et tout, on dit, bon, il faut... Mais en réalité, c'est l'argent qui intéresse les plus. Et parce que la preuve, c'est que si vous interrogez comme un appât, si vous interrogez la plupart de ceux qui veulent aller aux élections, que ce soit aux législatives comme aux communales, ils n'ont pas une idée, autre mesure à défendre. La plupart, c'est qu'ils sont sûrs de gagner un salaire, surtout pour ceux qui n'ont jamais touché à ce genre de salaire, ils sont sûrs. Donc, ils n'ont rien. Quand vous les interrogez, ils sont vides en réalité dans la tête, mais parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent derrière, tout le monde se dit, bon, il faut courir pour aller. Et pour courir, il faut faire derrière cette guerre à l'interne. Et c'est pour ça, il y a des cas d'envoûtement, sorcellerie, et puis les mensonges, des coups bas, des manipulations, tout ce que vous savez qui existe. C'est à la limite un cocktail molotov quand on vous... Alors, Akintola, est-ce que vous voyez vraiment cette guerre s'illustrer de la même manière que le décret tout à l'heure, Adrien Atipator, ou bien vous voyez les choses autrement? Non, je ne serai pas aussi négatif que Adrien Atipator pour dire que cette guerre-là, elle est très âpre parce que il y a eu une sorte d'assainissement de la scène politique. D'accord. Vous savez, si par le passé, un peu comme par le passé, j'allais donc dire, on avait la possibilité avec nos petits partis, nos micro-partis, d'aligner des listes et de compter sur le fait que dans notre circonscription électorale, dans notre commune, on est suffisamment apprécié, on est suffisamment adoubé, et que cela est suffisant pour accéder à ces postes de responsabilité politique-là. Je pense que ce serait peut-être un peu moins à l'interne. Mais aujourd'hui, vous êtes tous obligés de batailler à l'interne pour vous retrouver sur une seule liste portant l'identité d'un parti politique qui n'est rien d'autre qu'une mosaïque de plusieurs micro-partis où il y a des lobbies par ici et par là à l'interne. Donc, en réalité, la guerre à l'intérieur des partis politiques aujourd'hui, elle est beaucoup plus âpre qu'elle ne l'était par le passé. Ça veut dire que dans les grands blocs, il y a plusieurs courants. Mais ça a toujours été le cas. Il faut juste partir de la manière dont ces blocs-là se sont constitués. Et ce n'est pas spontanément par le fait que non. D'ailleurs, même, lorsque vous voyez à la tête de ces partis politiques-là, ou comme les leaders de ces partis politiques-là, ou à l'Assemblée nationale, ou dans les collectivités locales, combien de nouvelles têtes voyez-vous réellement qui n'ont pas déjà pris part à un parti politique, n'ont pas été chefs de parti politique ou membres d'un bureau exécutif national ou bureau politique d'un parti politique par le passé. Donc, quoi qu'il arrive, on ne se départ pas totalement de son passé. C'est parce que d'une manière ou d'une autre aujourd'hui, à cause de la réforme du système partisan, on se retrouve contraint pour certains partis politiques à travailler ensemble, à collaborer avec. Et dans même si on peut se regarder en chien de faïence, bien sûr on fait l'effort qu'il faut.
Donc, cela peut donc justifier le caractère assez âpre de cette guerre-là à l'intérieur des partis politiques. Il faut que ce soit mon camp, il faut que ce soit moi, ou il faut que ce soit les miens, parce qu'il n'y a pas beaucoup à distribuer. D'accord. Alors, il y a la guerre au sein des formations politiques. Est-ce que ce n'est pas de nature également à fragiliser, je dirais, ces partis politiques et donc avantager les autres partis adversaires, les autres partis d'en face? Ce n'est pas exclu, parce que la guerre n'arrange toujours pas les choses, un peu comme l'histoire qui ne favorise toujours pas les choses. Si des gens rentrent dans ce combat, parce qu'il y a des militants, des leaders qui attendent de ne pas se retrouver sur des différentes listes pour déclencher la guerre. Et cette guerre, ça peut se mener à l'interne. On reste à l'interne, mais on détruit la formation politique de l'interne en travaillant pour renforcer le camp adverse. Et ça a été toujours comme ça. Et ne soyons pas surpris de voir encore, que ce soit avec les 4 formations politiques de la mouvance aujourd'hui, à savoir l'Union progressiste, le BR, et Mouel Bénin, et puis la Renaissance nationale. D'accord. Ne soyons pas surpris. Donc, si des gens cherchent à se repositionner et qu'ils ne retrouvent pas leur nom sur la liste, ou comme Akintola l'a dit tantôt, si vous êtes un leader et qu'on ne positionne pas les vôtres, les gens se disent, bon, c'est pas la peine, il vaut mieux aller renforcer peut-être le cousin du village qui est positionné, bien positionné sur une liste adverse, il vaut mieux le faire pour s'assurer d'avoir au moins un élu dans la famille, ça va se passer. Donc, les partis de la mouvance, à la dernière minute, qu'on ne se lève pas, vont renforcer involontairement ou volontairement, voulu, inconsciemment ou inconsciemment, vont renforcer les partis de l'opposition. Et notamment... Craignez-vous une forme d'explosion, je dirais, très bientôt, après les positionnements? Ce ne serait pas... Non, le système tel que c'est conçu aujourd'hui ne permet pas une explosion comme on a l'habitude de le voir. Mais sauf que les gens de l'intérieur vont détruire ce qui a été conçu, ce qu'ils ont chanté depuis des années. D'accord. Parce que pour manifester le mécontentement, c'est ça? Parce qu'il n'aurait pas été positionné. Vous savez, même aux dernières élections législatives, j'ai vu des gens qui sont des formations politiques de la mouvance, mais qui ont travaillé pour l'opposition parce qu'ils n'ont pas été positionnés pour manifester leurs collègues. Ils se sont dit, il vaut mieux travailler à détruire. Parce que ce n'est pas moi qui suis positionné, il faut travailler à faire échec aussi à celui qui a été positionné. Ça va se passer. Ce n'est pas seulement au niveau de la mouvance, bien évidemment, ça va se passer au niveau de l'opposition. Parce que des opposants ne vont pas se retrouver, bien évidemment, aussi sur la liste et vont travailler aussi à renforcer l'opposition. Mais puisque la mouvance est aujourd'hui au pouvoir et va chercher à contrôler coûte et coûte la majorité des sièges à l'Assemblée nationale, ça fera beaucoup plus mal si des gens quittent la mouvance pour l'opposition. Ça va se passer. D'accord. Alors, on se dit, si ce que vous décrivez, n'est-ce pas, constitue les faiblesses ou les difficultés des partis de la mouvance, au fond, qu'est-ce qui fait la force de ces partis, finalement? Je vais d'abord commencer par dire que ce n'est pas une spécificité des partis de la mouvance présidentielle. Comme le soulignait également. Ça va aller dans les deux sens. Et je pense même que c'est même un plus grand risque pour les partis de l'opposition que ceux de la mouvance, et je m'explique. C'est-à-dire que les partis de la mouvance aujourd'hui ont déjà été soumis à cet exercice-là par le passé. Il y a déjà eu les élections législatives de 2019, puis ensuite nous avons eu les élections municipales et communales de 2020, on a eu les élections législatives de 2023. Donc, et il y a une sorte d'accoutumance qui a déjà été créée au niveau, ce qui n'est pas le cas forcément au niveau de certains partis de l'opposition, où on ne s'attendait même pas à participer aux élections, et puis subitement on participe aux élections, on y va avec une liste dans l'espoir de gratter. C'est aujourd'hui même que ce défi-là se pose le plus aux partis de l'opposition. Et n'oubliez pas une chose, c'est-à-dire que le système partisan a tellement cloisonné les choses que, contrairement au passé où vous pouvez être de l'opposition et puis subitement vous retrouvez au gouvernement, et ainsi. Aujourd'hui, les lois électorales, la charte des partis peut tellement cloisonner ça que vous ne pouvez pas être de l'opposition et bénéficier de nominations politiques ou autres dans un gouvernement qui est en place. Du coup, vous retrouvez en face des gens qui ont peut-être déjà fait 10 ans d'opposition et qui sont plus ou moins essoufflés. Et donc, lorsque les gens sont dans les cordes comme ça, vous ne pouvez toujours pas prédire leur réaction. Mais ce qui fait, comme je l'ai dit, la force des partis de la mouvance présidentielle aujourd'hui, c'est le bilan qu'ils peuvent faire de ces 10 ans-là
passé. C'est le bilan sur beaucoup de plans. Infrastructure, éducation, santé, autres. Même si, et cela est normal d'ailleurs, que même si c'est critiqué, de par le passé, cela a été par les mêmes personnes qui sont en train de critiquer un autre aujourd'hui, et demain, d'autres critiqueront celui qui viendra, parce que les problèmes ne sont jamais résolus à 100%, et on ne voit pas, on n'a pas forcément la même vision du développement que celui qui est à côté de nous, pire encore que celui qui est en face de nous et qui choisit d'être dans le camp opposé. Il y a ce bilan-là. L'autre chose, et qui n'est pas à négliger, le président de la République l'a dit lors d'une interview qu'il a donnée, lorsqu'on lui demandait qu'est-ce qu'il fera après 2026, quand il remettra le pouvoir. Il a été formel sur le fait qu'il ne sera pas, il devra disparaître comment on appelle, du jeu politique, même si actif. Donc pour dire que jusqu'à aujourd'hui, le président Patrice Talon demeure quand même la courroie de transmission, demeure d'une manière ou d'une autre la figure forte qui sert de ciment à ces partis-là. De joker en quelque sorte. En effet. Donc, il aura son mot à dire, il aura son arbitrage à faire, mais il aura également sa recommandation, il aura ses encouragements, il aura désamorcé de ces crises-là de manière à ce que ça n'aille pas en vrille. Adrien, j'allais dire, il y a que les partis de la mouvance vendent le bilan du régime en exercice, pour ne pas dire du régime finissant, mais est-ce que ça peut agir selon vous au niveau des populations qui estiment que par exemple un député n'est pas celui qui réalise les routes, n'est pas celui qui construit les hôpitaux et autres, parce que quand on parle des élections générales de 2026, on a le de la combinaison des élections communales et municipales pour ajouter donc aux élections législatives avant de venir parler de l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que ce bilan du président Patrice Talon peut être miroité et convaincre les populations en 2026 côté législatif et communal? En réalité, que ce soit au Bénin comme ailleurs, les résultats ou les réalisations d'un régime n'ont jamais convaincu la population. Et surtout, nous sommes dans un contexte où les Nord n'ont pas été trop à l'école. C'est ça. Ce qui se passe ici à Cotonou, vous interrogez un parent de Paparapanga ou de, je ne sais pas, de Materi, ce n'est pas la même chose. Alors, il y a 9 ans, ou en 2006, ça fera 10 ans, le président Yahi Boumi... En 2026, en 2016 d'abord. D'accord. En 2016. Quel bilan le chef de l'État sortant en ce moment, Yahi n'a pas vanté. Et lui, et vous vous souvenez bien qu'il y avait, au-delà de sa personne, tous les présidents d'institutions constitutionnelles étaient avec lui. Tous les ministres, la majorité des députés. Mais pourtant, le chef de l'État actuel, Patrice Talon, a gagné les élections. Mieux, en ce qui concerne les élections législatives et communales, les gens ne votent pas le bilan d'un candidat. C'est le fils du terroir, c'est le fils de la circonscription. Il peut être mauvais comme bon, on peut le traiter de tout. Les gens disent non, c'est lui qui est en face de nous, c'est pour lui nous votons. La preuve, c'est que si Talon a beau populaire aujourd'hui, si on le prend et que vous descendez, vous, dans votre village, les gens ont dit non, on préfère voter Wahab Ali Para que de voter Patrice Talon qui est quelque part à Cotonou là-bas. Et on préfère voter Wahab. Ne connaît pas nos réalités. Ça a été toujours comme ça. Donc, histoire de réalisation et ci et ça n'a jamais marché. Vous voyez, récemment aussi les élections, je crois que c'est l'année dernière ou cette année, les élections présidentielles aux États-Unis. Et le président sortant, Biden, n'était pas aussi nul que ça, mais pourtant, face à un autre candidat que les gens ont vu par le passé, on a dit non, on préfère faire avec Trump que de reconduire le candidat de l'autre. Et ici, ce n'est pas le chef de l'État lui-même qui sera candidat, il s'agit de ces éléments, et ces éléments ne sont pas forcément ceux que la population désire. Donc, le bilan du chef de l'État ne peut pas convaincre, en tout cas, même si ça va contribuer un tout petit peu, ça ne peut pas convaincre la population d'office, les yeux fermés, à voter pour le candidat de la mouvance d'office. Et comme je l'ai dit, surtout qu'au sein de la mouvance, ils ne sont pas unanimes sur ces réalisations-là ou sur les méthodes de ces réalisations-là. Donc ça va forcément jouer contre
ceux qui sont de la mouvance au niveau des 4 formations politiques. D'accord. Alors, vous parlez tout à l'heure, Mohamed Akintola, des réalisations du gouvernement actuel, n'est-ce pas, qu'on peut utiliser comme, je dirais, éléments fondamentaux pour convaincre, doit dire, les populations. On se pose la question de savoir, quand on sait qu'un député n'est pas celui qui réalise ou construit les hôpitaux, n'est pas celui qui fait les infrastructures routières et autres, alors comment on arrive à mettre cela dans la tête des populations? Est-ce que vraiment le bilan peut passer aussi facilement? En fait, les élections, c'est l'occasion pour la population de censurer la plupart du temps. Ce n'est pas forcément faire venir au pouvoir celui qui est meilleur, mais la plupart du temps, c'est une manière d'évaluer, de punir ou de récompenser celui qui est finissant. Et lorsqu'on parle de censurer ou pas, on ne se basera que sur ce qu'il a mis en avant, sur ce qu'il a fait. On peut s'entendre sur le fait que dans certains domaines, les réalisations n'impressionnent peut-être pas parce que c'est localisé, parce que ça ne dit rien à telle ou telle population venant de telle autre zone éloignée, ou que ça, parce que ça n'a pas directement impacté son quotidien. Je suis bien d'accord avec cela. Cela va certes être difficile pour des candidats qui sont dans certaines zones. On va faire une sorte de partage, de distinction entre l'élection présidentielle et les élections communales et législatives. C'est vrai que nous continuons en grande partie de voter le fils du terroir, mais quand je prends les élections législatives passées de 2023, le mot d'ordre de campagne du parti d'opposition qui a participé à ces élections, c'était plutôt ne votez pas tel candidat, bien qu'étant fils du terroir, parce que si vous votez cette personne-là, vous êtes en train de voter pour Patrice Talon. Donc, en fait, dans l'imaginaire ou alors le conscient, si vous voulez, de la population, ce n'est pas forcément le fils du terroir qu'on vote. On voit à travers lui, il est un peu transparent, on voit qui est derrière. Et cela peut porter un coup à la campagne de la majorité présidentielle, ou des partis de la majorité présidentielle. Donc, ce n'est pas forcément le fils du terroir. Le concurrent de tel ou de tel autre parti est aussi fils du terroir. Et il est aussi proche de la population, peut-être que l'autre. Ça va faire une valeur différentielle. Mais il est de quel bord? Il est du bord de Talon, ou bien il est du bord de Yahi, l'éternel guéguerre qu'on a magnifié, malheureusement, pour endormir un peu la population. On a bien à l'élection présidentielle pour se demander, le bilan de Patrice Talon n'est pas le bilan de son successeur. Comment on arrive à faire... Oui, mais l'équipe actuelle va travailler sur la continuité. Le slogan ne peut que s'apparenter à quand on sait par exemple que celui qui viendra, même si c'est le fils de Patrice Talon, ce ne serait pas exactement Patrice Talon. C'est évident, mais je continue en disant d'abord, si vous permettez, que pour cette élection-là, le casting va dire beaucoup. Mais n'oubliez pas une chose, les grands électeurs vont décider. Parce que c'est eux qui iront vendre et le duo présidentiel et l'espoir de la continuité ou de l'amélioration des choses à la population. Et c'est eux que les populations connaissent, c'est eux que les populations écoute. D'accord. Le bilan de Patrice Talon, disais-je, n'est pas systématiquement le bilan de son successeur. Akintola estime qu'on doit miser également sur la continuité. Est-ce que vous pensez que vraiment c'est facile à mettre cela dans la tête des populations pour que ça soit un avantage pour les partis de la mouvance? Et évitons même de mélanger encore les choses. Et finissons avec les élections législatives et communales de janvier. Et avant de commencer à parler de la présidentielle, parce que bien vrai que l'élection présidentielle aura lieu en 2026, mais elle est du moins déterminée par les élections législatives. Si on finit les élections législatives et que c'est chaotique, et vous imaginez tout ce qui peut se passer déjà en avril. Et surtout, ça c'est le propre de l'être humain. Aujourd'hui, tout le monde sait que le président Patrice Talon est finissant. Et quand quelqu'un est finissant, il inspire moins de respect et moins de confiance. On se dit non, on peut le défier et rien ne se passera. Mais on ne sent pas ça, par exemple. Alors nous parlons. Nous parlons. Tout
le moins encore docile, mais après l'élection, qu'on appelle l'élection législative. Nous sommes en juillet, les élections, après les élections législatives 2026. Après les élections législatives, ce qui va se passer, c'est difficile à dire pour l'instant. Vous avez peut-être oublié, après les élections législatives, à l'Assemblée nationale, le chef de l'État, les consignes de la mouvance sont clairs. Votez pour le président Vlavonou. Mais vous savez qu'on a retrouvé qu'il y a des députés qui ont voté contre. Au-delà des députés de l'opposition, il y a, je crois, 3 ou 4 députés qui ont voté contre. Déjà, en ce moment-là où on sait que Talon a encore au moins 5 ans à faire. C'était un message. C'était un message. Et on est encore plus maintenant vers la fin. Attention, ce qui peut se passer, et on ne peut vraiment pas le prédire. Maintenant, en ce qui concerne le mot d'ordre de l'opposition pendant les dernières élections législatives, vous-même, vous avez dit tout à l'heure que personne ne savait que l'opposition, surtout les démocrates, se présenteraient aux élections et que c'est à la dernière minute. Yahi, n'oubliez même pas, Yahi n'a même pas fait la campagne comme cela se doit. Yahi a parcouru un peu le nord et il est venu dans les collines. Mais vous avez vu un peu tout ce qui s'est passé. La mouvance a perdu Cotonou. La mouvance a eu chaud et dans plusieurs circonscriptions électorales. Et ça comptait que, si vous échangez avec eux, ils ont dit que les candidats de la mouvance ont déboursé beaucoup d'argent pour ce résultat-là. Personne ne voyait, même les démocrates avaient 28 députés à l'Assemblée nationale. Personne ne les voyait. Mais ils sont sortis avec 28 députés. Donc ce n'est pas déjà sous-estimé. Et cette opposition a dépensé moins, je dis bien moins, que la mouvance. Et pourtant, qu'est-ce que vous avez utilisé pour quantifier les dépenses faites d'un côté à un autre? Et si, je pense que autant qu'ils sont au niveau de l'Assemblée nationale, et à quelques exceptions près, c'est des amis, c'est des connaissances. Et on échange. On vous a soufflé. Si vous avez des députés, il vous dira non pour cette élection. C'est vrai. On mise souvent, n'est-ce pas, sur le bilan, mais quand on fait un pas en arrière pour s'intéresser aux élections législatives de 2023, par exemple, on sait que la ville de Cotonou est la vitrine, pour ne pas dire le visage et l'illustration parfaite même des réalisations du régime en exercice. Mais en 2023, Cotonou, effectivement, il faut reconnaître que les partis de la mouvance ont bavé un peu face à l'opposition sur ce territoire-là. Vous savez pourquoi? C'est simple. La plupart de l'électorat qui se trouve dans les villes économiques ou les capitales de nos cités se retrouvent... Les métropoles. Les métropoles, la plupart du temps, ne sont pas des soutiens du pouvoir en place. Et la logique même s'ils sont les premiers bénéficiaires. Oui, la logique est simple. C'est-à-dire que les métropoles, c'est le grenier où il y a le plus d'intellectuels possible. C'est là où... Ils ont la facilité de faire le distinguo. Et surtout d'être super critiques. Même quand ils sont de l'appareil qui est en train de gérer. C'est-à-dire qu'à la face du monde, ils chanteront les louanges de leur système parce que c'est ça qui en fait, c'est ça qui est logique. Mais dans les débats hors caméra, c'est des gens qui sont du système et qui critiquent eux-mêmes le système parce qu'ils n'en ont peut-être pas pour leur compte. Donc, il est souvent rare de voir la majorité présidentielle lever beaucoup de députés ou de maires dans les métropoles. C'est souvent rare, surtout au niveau de l'Assemblée nationale et même pour l'élection présidentielle. Vous avez pourtant parfois le résultat le plus médiocre, souvent dans les métropoles. Cela s'explique par le fait qu'on a beaucoup d'intellectuels, on a beaucoup de voix critiques, on a beaucoup de contre-vent en fait à l'action de la main. Même si, comme vous l'avez dit, ce sont les premiers bénéficiaires lorsqu'il s'agit d'infrastructures et autres, parce que c'est la vitrine du pays. D'accord. Alors comment vous voyez, je dirais, le brassage entre l'opposition et la mouvance pour 2026? Et là, on va terminer, on va achever les choses. Bon, brassage, ce serait un brassage très intéressant, ça je le dis déjà, parce que beaucoup s'attendent à ce que, comme cela a presque toujours été le cas en République du Bénin depuis le renouveau démocratique, que le régime finissant ne soit pas celui qui revient pour la mandature qui suit lorsqu'il s'agit surtout de l'élection présidentielle. On a l'impression que celui qui part totalement. Et c'est une nouvelle tête parce que le Béninois serait, entre griffes, assez friand de nouvelles têtes lorsqu'on a donné 10 ans de chance à quelqu'un. Mais nous voyons en face une mouvance quand même très acharnée, très confiante. Surtout, j'insiste dessus. Et ça prétend, au jour le jour, chaque seconde que Dieu fait, à garder le pouvoir dans un esprit de continuité. Et vous voyez quand même l'opposition aussi qui s'agrippe le plus possible jusque,
en dépit de tout ce qu'on a dit, qui demeure un contrevent pour la majorité présidentielle, il y a également l'opposition qui souffrira de quelque chose. Leur discours... Qu'est-ce qui fera la souffrance de l'opposition? Leur discours était encore très vendable lorsqu'ils n'étaient pas à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on a l'impression que l'opposition est en train de brasser du vent, est en train de ressasser les mêmes sujets au point où c'est devenu caduc, qu'on n'a pas de nouveau. Ils se disent que bon, peut-être avec un peu plus d'effectifs que ça, ils pourront faire changer la donne, le discours qu'ils avaient vendu. S'ils n'ont peut-être pas réussi à faire incliner ou décliner les choses, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment musclés à l'Assemblée nationale. Donc quand même, si avec 28 députés à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas pu faire plus que cela, ce n'est pas quand on leur donnera toute l'Assemblée nationale qu'ils réussiront à faire quelque chose de concret. Oui, Adrien Atipkator, comment vous voyez, je dirais, le croisement opposition-mouvance sur le terrain en 2026? Non, au niveau des candidats et même, la preuve c'est que si vous allez à l'Assemblée aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, tous les députés, opposition comme mouvanciers, c'est des gens qui se parlent et si vous les voyez même ensemble, vous ne saurez même pas qui sont des adversaires politiques. Et donc, par conséquent, chacun va essayer de se défendre auprès des populations pour pouvoir se faire réélire. Surtout que ça fait 5 ans et le salaire a été amélioré. Bien sûr. Vous misez vraiment sur le salaire. Vous misez vraiment un appât qui attire suffisamment. Mais attends, il y a la première mandature, les députés étaient à 400 000, ensuite 800 000, ensuite aujourd'hui ils sont à plus de 5 millions. Donc, et chacun va essayer de se défendre. Et tout n'est pas rose au niveau de la mouvance, tout n'est pas rose non plus au niveau de l'opposition. Et donc c'est la population qui vont trancher. Et elle est de plus en plus mieux. Elle attend des discours et en fonction de qui va convaincre et en fonction des populations qui ont déjà une idée préconçue, tout sera départagé. D'accord, vous parlez d'opposition, sinon de population, mais pensez-vous qu'on aura affaire à des gens qui ne seront pas facilement manipulables, c'est ça? Et de plus en plus, les populations comprennent mieux qu'avant, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, où même les analphabètes aujourd'hui sont dans des groupes WhatsApp et des gens font des audios et expliquent des choses et puis elles se disent non, à ça on ne savait pas, en fonction de ça il vaut mieux que je fasse, il vaut mieux que Adrien Atipkator, merci beaucoup. Mohamed Akitola, merci d'être passé sur le plateau de l'Info Continue. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, vous avez la rediffusion à 23h et demain autour de 10h30. Portez-vous bien.